On va maintenant découvrir comment structurer un test en passant par la fameuse règle des 3 A. Alors, qu'est-ce que la règle des 3 A? C'est un premier A pour arrange, dans lequel on va préparer le contexte nécessaire à l'exécution du test. Donc, on va préparer ce dont le SUT a besoin pour être exécuté. On va ensuite exécuter ce SUT, ou plus précisément le point d'entrée du SUT. Et ensuite, encore un troisième A pour assert, dans laquelle on va vérifier les points de sortie. Alors voyons tout de suite un exemple. Voilà un petit test ici, écrit en JavaScript. Donc on a une fonction getFirstName, pardon, qui va récupérer du coup le prénom d'un utilisateur qui est passé ici en paramètre. L'algorithme est très très simple, hein, on va le séparer par espace et on va récupérer la première entrée. Et là on peut voir donc du coup que ces trois lignes-là contiennent notre arrange, act et assert. Dans notre arrange, ici, on va avoir une variable qui est prédéfinie. Arrange, ça peut être par exemple si on fait de la PO, préparer un objet, le mettre dans un état spécifique et on le tester. Là, on a un range qui est très, très simple. Ensuite, on a un act dans lequel du coup on va exécuter le SUT et ce qui est extrêmement important, c'est que pour chaque test, on veut un seul acte, pas plus de un seul acte. Une seule action doit être suffisante pour effectuer le test. Et ensuite, on a le assert dans lequel du coup on va vérifier que le résultat du test est celui que l'on attend. Ici, en l'occurrence, on va s'attendre à ce que le prénom soit égal à John. Pourquoi? Parce que John Doe, le prénom c'est le premier mot, donc du coup John, on s'attend à ce qu'il soit égal à John. Le assert, ici, il est très simple. Si on a un objet qui est plus complexe, qu'on doit vérifier des objets un peu plus en profondeur, par exemple, je n'ai pas d'exemple là qui me vient en tête, mais si on a besoin de mettre plusieurs lignes d'assert, si on a besoin d'avoir quatre, cinq lignes d'assert, il n'y a aucun souci. On peut en mettre autant que nécessaire. Le but, le principal, comme on va le voir avec la règle des points de sortie, c'est que l'on teste une seule partie de notre test, de notre scénario. Un seul cas. Ce test-là ne nous permet pas exactement de voir en quoi ça consiste, donc on va passer immédiatement à la règle des points de sortie. La règle des points de sortie, vous ne trouverez certainement aucune ressource dessus sur internet telle quelle. C'est une information qui malheureusement n'est pas assez abordée lorsque l'on parle des tests et c'est pour moi peut-être l'aspect le plus important des tests unitaires. Que nous dit la règle des points de sortie? On désire avoir autant de tests qu'il y a de points de sortie. Donc, pour rappel, les points de sortie, ça va être les différentes façons qu'aura le SUT de nous informer de ce qui vient de se passer. Donc, du coup, il y a le return value. Le SUT en lui-même va nous retourner une valeur. Donc, du coup, on va pouvoir tester cette valeur de retour. Il y a le indirect output ou le state based, c'est-à-dire que le SUT va modifier quelque chose d'observable. Ça peut être un autre objet, ça peut être une variable globale, ça peut être, si on est sur un test d'intégration, ça peut être une base de données directement. On va aller interroger ces différents objets, ces différents services pour vérifier que le SUT a bien mis en place ce qu'il fallait mettre en place. Et il y a également le mock based, donc du coup, c'est que si on met en place, par exemple, dans nos tests des mocks, et que notre système va appeler ces mocks, du coup, on va avoir l'information, on va savoir combien de fois cette fonction aura été appelée, avec quels arguments, etc. Donc, du coup, on pourra tester ce mock-là. On pourra savoir, par exemple, que la fonction a été appelée trois fois, que tel paramètre a été passé. Ça constitue en soi un point de sortie. C'est un point d'observation, en fait, de l'impact qu'a pu avoir le SUT dans notre monde. Donc, quels sont les avantages de cette règle des points de sortie? Bah, premièrement, ça permet de tester une seule chose à la fois. Donc, par exemple, on va d'abord tester la valeur de retour d'une fonction, puis après, on va tester comment elle s'intègre à la base de données ou comment elle va modifier le système existant. Ou si c'est un objet, tout simplement, comment est-ce qu'elle va modifier son état interne. Si elle retourne une valeur en plus de modifier son état interne, bah, on aura deux tests à faire. On sait directement quelle partie du code échoue. Donc du coup, si on va tester 5 points de sortie différents, il y en a un qui échoue, bah, les 4 autres tests continueront de fonctionner. Donc on pourra localiser très rapidement quel point de sortie ne fonctionne plus et donc du coup, on pourra très facilement localiser la source de l'erreur. Et ensuite, ça s'inscrit naturellement dans la pratique du TDD où on va avancer vraiment par petits pas et de façon itérative. Le TDD, c'est une pratique dans laquelle on n'écrit pas de code tant qu'on n'a pas un test qui échoue et ensuite, une fois qu'on a du code qui est écrit, on ne peut pas écrire plus de code que nécessaire pour faire passer les tests. Donc du coup, on va vraiment avancer en fait dans le développement de notre logiciel pas à pas, une ligne après l'autre. Et donc du coup, la règle des points de sortie s'inscrit naturellement dans cette pratique du TDD. Et sans plus tarder, on va voir ensemble un exemple de cette règle des points de sortie. Donc là, par exemple, on a un basket qui représente un panier dans lequel on peut ajouter des éléments. Et la fonction add item
elle va ajouter un élément dans notre panier, et elle va nous retourner la taille du panier. Donc du coup, cette fonction, elle a 2 résultats observables. Premièrement, sa valeur de retour, le nombre d'éléments dans le panier, et deuxièmement, le panier lui-même, la liste des items dans un tableau. Ce qui signifie que là, on a 2 points de sortie, on va avoir 2 tests. Le premier test, on va vérifier le nombre d'éléments dans notre liste d'items ici. Donc du coup, direct output, on va tester la valeur de sortie de cette fonction. Donc là, on va préparer l'objet, c'est la partie arrange. Const total est égal à basket.add_item, c'est la partie act. On va ajouter un élément dans notre panier. Et là, on a la partie assert. Donc du coup, on va vérifier que le total est bien égal à 1. Et effectivement, si j'ai un panier vide et que je rajoute un élément, je devrais avoir un total à 1. Là, on peut voir à gauche les petites pastilles vertes, c'est Wallaby. Donc c'est un petit logiciel installé directement dans VS Code qui s'intègre dans l'IDE, qui va exécuter les tests en live. Si ici je mets 2 par exemple, là il va me passer en rouge, il va me dire exactement, voilà, on s'attendait à avoir 2, on a reçu 1. Il va me dire dans mon IDE directement, dans mon environnement de développement, ce qui échoue et pourquoi ça a échoué. Donc c'est extrêmement pratique et là on peut voir comment mon test passe. Donc premier point de sortie, la valeur de retour. Deuxième point de sortie, on va vérifier que l'élément a bien été ajouté dans le tableau. Donc ici, on crée à nouveau notre basket, on ajoute un item à l'intérieur, c'est toujours le même, c'est Apple. On vérifie que notre basket.items est bien égal à Apple. Voilà, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que si par exemple ici je retourne si je mets un return par exemple 0, je vais avoir le test de total ici qui va échouer, mais le test d'ajout d'item qui va continuer à fonctionner. Donc je saurais que la fonction en soi, elle ajoute bien un élément dans ma liste d'items, donc du coup, je saurai immédiatement où se situe l'erreur. Elle se situe vraiment précisément dans la valeur de retour. Peut-être que j'ai fait un mauvais calcul, pardon, ou autre chose. Donc du coup, ça me permet de savoir exactement où est localisée l'erreur. Elle n'est pas dans l'ajout d'éléments dans mon tableau, elle est dans la valeur de retour directement. Ici, il faut que je retourne this.items.length. Et c'est ainsi que se résume du coup la règle des points de sortie. En résumé, on a pu voir la règle des 3 A, qui est le arrange, act, assert, dans lequel le arrange est absolument facultatif. Dans certains cas, on n'a pas du tout besoin de faire un arrange. Comme on a pu le voir par exemple dans le petit test sur le getFirstName, on aurait pu directement tester en mettant en inlinant le string à l'intérieur de l'appel de méthode directement. Mais c'était pour montrer un petit peu comment on pouvait séparer ces 3 phases sur un test, tout simplement. Donc le arrange est complètement facultatif. On a un seul acte par test. On ne veut pas avoir à faire différents actes et avoir différents asserts, interposés les uns entre les autres, mélanger les uns les autres. On veut vraiment avoir un seul acte par test pour que le test soit le plus simple possible à comprendre et pour minimiser, vraiment réduire au maximum le scope du test, faire en sorte que le test soit le plus petit possible. Donc une fois de plus, toujours pour rendre le test plus simple à comprendre. On veut évidemment minimiser les asserts, si possible. Si par exemple on veut tester les propriétés d'un objet, on préférera tester l'objet dans son ensemble que de tester clé par clé, par exemple. Donc on veut vraiment mettre le moins d'asserts possible, pardon. Une fois de plus, parce que le reporting va nous permettre de voir immédiatement ce qui ne va pas. Si par exemple on a un objet dans lequel on a 2 clés qui ne sont pas bonnes, si on va faire un assert par line, on aura une erreur uniquement pour la première clé qu'on vérifiera. Tandis que si on vérifie l'objet contre un objet qui est attendu, on pourra voir le comparatif et on pourra voir immédiatement que les 2 clés spécifiques ne sont pas celles que l'on attendait dans le test, dans le assert. Donc du coup, on veut minimiser les asserts et les regrouper si possible. On veut un seul test par point de sortie. Donc comme on a pu le voir, il y a 3 types de points de sortie. Il y a le direct output, le indirect output et le mock-based. Pour chaque type de point de sortie, on va vouloir avoir un test différent. Et on va vouloir les regrouper par scénario, ça c'est ce qu'on verra plus tard. Ensuite, on peut avoir plusieurs assertions par test, mais une fois de plus, on veut l'éviter. On veut favoriser au maximum les direct outputs, c'est-à-dire la valeur de sortie de la fonction, parce que c'est ce qui est le plus simple à tester. Et on veut éviter au maximum les mocks parce que cela rend nos tests plus compliqués et ça les couple à notre code. Donc du coup, ça nous fait des tests qui sont plus fragiles. Les indirect outputs, donc du coup le troisième type de output, sont OK. Donc il n'y a pas vraiment à favoriser ou à éviter, ils sont entre les deux. Surtout lorsque l'on fait du PO et du CQS. Donc le CQS, c'est le Command Query Separation. Le principe, c'est que lorsque l'on va faire par exemple une action dans notre objet,
cette action-là, la méthode que l'on va appeler ne doit à rien retourner et à l'inverse, lorsqu'on demande une information à notre objet, on ne peut pas modifier le système, l'état de l'objet. Donc du coup, si on agit sur, une classe qui est en CQS, on ne pourra pas tester sa valeur de retour. On devra obligatoirement tester l'état de l'objet pour constater ce qui a changé. Donc dans ce cas, les indirect outputs sont OK et d'une manière générale, ils sont OK. C'est juste que ce ne sont pas nos favoris.